Quand je me suis engagé là-dedans, c'était vraiment par conviction et par, on va dire, choix existentiel, philosophique. Enfin, je pouvais pas faire autrement. On va pas utiliser, je sais pas, de l'acier, du PVC, voilà, tout ça, c'est pas écolo. Par contre, si c'est du réemploi, oui, ça le devient. C'est une espèce de pouvoir magique de transformer des matériaux qui sont pas écolos du tout en matériaux qui est presque encore plus écolo, parce qu'un bâtiment en acier de réemploi, il évite l'émission d'énormément de CO2 liés au recyclage de l'acier. Et là, on travaille sur un autre projet où on va encore plus loin. C'est vraiment zéro béton. Voilà, c'est fondé sur pieux vissés en acier. L'avantage est un bâtiment totalement réversible, le plancher en bois, en plus de watts de cellulose, et puis isolé en paille, avec une façade en tavaillon de châtaignier. Après, les jeunes, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de pas avoir peur, parce que c'est ça qui risque de les bloquer. C'est de pas baisser les bras, quoi. C'est de toujours viser la plus grande radicalité pour qu'il en reste toujours quelque chose. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Frédéric Denise. Frédéric est un architecte engagé dans une pratique radicale de son métier pour ne construire que le strict nécessaire et uniquement avec des matériaux écologiques ou de réemploi. Cette approche vertueuse de l'architecture, qu'il met en œuvre au sein du collectif Archipel Zéro, il nous la partage dans cet épisode à travers le récit de son parcours et des exemples de projets réalisés. Il nous raconte les obstacles rencontrés pour s'extraire de la norme et réussir enfin à concevoir des bâtiments en accord avec ses valeurs. Nous parlons de ses matériaux de prédilection comme le bois, la terre et la paille, mais aussi des matériaux de réemploi qu'il utilise sur ses projets, comme des fenêtres, des conteneurs maritimes, des palettes ou même des hublots de machines à laver et un prototype de bardage en lame de volet roulant de réemploi. Aujourd'hui, Frédéric est un architecte reconnu pour son approche innovante, frugale et créative, dans laquelle il prône une joyeuse radicalité au service de l'humain et de la planète. Je suis très heureux d'avoir pu recevoir Frédéric sur le podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour François-Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de te recevoir sur La Case Robinson aujourd'hui. On va parler ensemble d'architecture, puisque tu es architecte. Et tu es aussi à l'origine d'Archipel Zéro, un collectif qui conçoit et réalise des projets avec l'ambition de promouvoir une architecture frugale, qui utilise notamment du bois, de la terre, de la paille et des matériaux de réemploi. Donc ça tombe bien parce que beaucoup de thématiques qu'on apprécie sur La Case Robinson, donc j'ai hâte d'en discuter avec toi. Pour commencer, une première question toute simple. Toi, en tant qu'architecte, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser ou à t'intéresser déjà dans cette architecture frugale, bioclimatique, avec des matériaux plus écologiques? Est-ce que ça a toujours été là ou ou tu te rappelles à un moment peut-être d'une prise de conscience, d'un point de bascule qui t'a amené dans cette direction? Ça a toujours été au fond de moi. J'ai toujours été écolo, depuis que je vote les Verts ou affilié, on va dire. Par contre, ça a mis longtemps à ce que dans ma pratique, ça fasse en sorte que je construise de cette façon-là. On va dire que jeune architecte, je m'intéressais beaucoup au bois, je construisais en bois, mais je me sentais pas capable. En fait, beaucoup de jeunes architectes après les études où on n'apprend pas grand-chose, sauf un regard, on va dire, ont un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et moi, j'avoue que je l'ai traîné pendant très très longtemps, en fait, ce syndrome de l'imposteur. Jusqu'à ce que je me sente, on va dire, à l'aise dans mon métier. Voilà, je pense qu'il s'est passé pas loin de 20 ans entre le moment où j'étais diplômé et le moment où je me suis senti assez libre de me dire je suis pas obligé de faire comme les autres, parce que quand tu te sens imposteur, comment tu fais? Tu regardes comment font les autres puis tu fais pareil, quoi. Bon, je faisais pareil avec une vague confiance écologique jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais un peu quand même pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc ça, c'est arrivé, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Voilà.
où j'ai réalisé que on allait dans le mur, quoi. Enfin, que tel que c'était parti, c'était un peu compliqué de continuer à faire comme tout architecte, on va dire, fait, c'est-à-dire pour construire, extraire, utiliser des matériaux qui réclament beaucoup d'extraction, et puis en fin de vie, bon, bah, des bâtiments, voilà, c'est que du déchet en fait. Partie recyclée, mais quand même très peu. Et en fait, la bascule, ça a vraiment eu lieu quand j'ai commencé à militer pour la décroissance, vraiment le mouvement des objecteurs de croissance. Et ça, c'était il y a ouais, à peu près 15 ans. Et c'est là où j'ai dû mettre en fait en cohérence cette philosophie, je dirais plus philosophie que politique, enfin c'est les deux, d'essayer de trouver le moyen d'être décroissant dans mon métier, bon, ce qui est en fait impossible. Je veux dire, les architectes sont vraiment au premier rang de la guerre qu'on fait à notre écosystème, hein, par voilà, tout ce qu'on consomme et tout ce qu'on produit comme déchets, mais également par, on va dire, une mauvaise conception, voilà, génère soit des épaves thermiques, soit des lieux de vie qui sont pas du tout confortables, qui créent beaucoup de dégâts. Bon, voilà, donc il a fallu cette bascule en fait pour que je commence à réfléchir à ma façon de construire. J'ai écrit un manifeste sur lequel je me suis appuyé. Bon, après ça a été long quand même de changer, ça s'est pas fait d'un seul coup, ça s'est fait petit à petit. Et là, bon, depuis 5-6 ans, je peux dire que ça y est, j'y suis. Je respecte à la lettre, enfin presque, ce que j'avais écrit à l'époque, le manifeste d'Archipel Zéro. Justement, donc sur ton site, Archipel Zéro, sur le site, on peut lire le manifeste. Je vais en lire un extrait parce que justement, ça va faire écho à ce que tu viens de dire et puis on va pouvoir en parler. Ça commence comme ça. Objectif, 0 béton, 0 carbone, 0 déchet. Ne construire que si nécessaire, le moins et le mieux possible. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, développer les principes fondamentaux derrière ce manifeste et comment tu essaies de les appliquer à tes projets? Enfin, j'essaye de les appliquer à tous mes projets. Donc, ne pas construire ou construire le moins possible, bon, bah, c'est dans la lecture du programme dès le départ. Hein. C'est essayer d'extraire du programme ce qui a besoin, qui nécessite une construction, et quelle surface au final. Est-ce qu'on peut pas, enfin, je cherche toujours d'essayer des foisonnements dans les surfaces pour essayer d'avoir des locaux qui peuvent avoir, enfin, plus polyvalents, qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc je parle pas de logement là, je parle plutôt on va dire d'équipement. Mais pour le logement, c'est pareil. Enfin, on voit bien qu'il y a une tentation plutôt chez les jeunes des tiny houses par exemple. Enfin, c'est vrai qu'on peut vivre dans un petit espace, mais qui s'agrandit finalement, qui peut s'agrandir suivant les saisons, suivant les occasions. Voilà, des maisons tiroirs. Enfin, c'est toujours on va dire une recherche comme ça, d'essayer de réduire le plus possible la taille, mais aussi l'empreinte, parce que c'est pas qu'une question de dimension, c'est aussi une question d'empreinte écologique, c'est-à-dire avoir l'empreinte la plus faible. Et pour ça, bah, c'est d'utiliser des matériaux en fait qui sont situés dans un environnement proche et dont l'extraction ne pose pas de problème à cet environnement. Donc, par exemple, le matériau de prédilection, hein, j'ai commencé par là en fait. Moi, ma prise de conscience, elle est venue avec le matériau terre, la terre crue, que j'ai commencé à pratiquer comme un hobby en fait, du modelage, etc. Et après, au moment où j'ai fait un peu cette bascule, c'était vraiment le matériau que je voulais utiliser le plus, et c'est celui qui me touche beaucoup, c'est utiliser la terre, et plus particulièrement la terre du terrain. Donc c'est vraiment la terre qu'on a sous les pieds, et utiliser aussi toutes les fibres végétales situées dans l'environnement, bon, aussi bien le bois de pays, mais aussi toutes les pailles, notamment la paille de blé, parce qu'il y a les règles pro-paille qui nous permettent de les utiliser et d'être assurables, mais aussi toute autre fibre que la nature nous offre. Mais je m'arrête pas à ces matériaux-là, qui sont généralement utilisés dans toute construction écologique, hein, le bois terre-paille, les matériaux de réemploi aussi, qui ont, je dirais, encore plus, répondent encore plus à justement aux critères, dans la mesure où, évidemment, ils ne nécessitent aucune extraction. En plus, ils ont l'avantage d'éviter de créer un déchet. Et puis, je dirais que ça enrichit la palette, quoi, parce que le bois terre-paille, c'est bien. Enfin, on peut vraiment faire des très belles choses avec, c'est très confortable, etc.
mais on est quand même un petit peu limité dans les matériaux. Et par exemple, on va pas utiliser, je sais pas, de l'acier, du PVC, voilà, tout ça, c'est pas écolo. Par contre, si c'est du réemploi, oui, ça le devient. C'est une espèce de, de pouvoir magique de transformer des matériaux qui sont pas écolos du tout en matériaux, je dirais presque encore plus écolo, parce que quand tu fais l'analyse de cycle de vie, par exemple, d'un bâtiment en bois ou d'un bâtiment en acier, ton bâtiment en bois, il va séquestrer du carbone, c'est intéressant. Mais un bâtiment en acier de réemploi, lui, il séquestre pas de carbone. Mais par contre, il évite l'émission d'énormément de CO2 liés au recyclage de l'acier. Voilà, c'est pourquoi je fais des choix parfois qui sont un petit peu différents de ce qui se fait d'habitude, on va dire, dans la construction écologique, c'est d'utiliser des matériaux qui sont pas forcément en soi écologiques, mais le fait de l'utiliser, en fait, Alors, j'ai pas fini sur l'acier et le bois. C'est que là, par comparaison, un bâtiment, par exemple, qui séquestrerait 50 tonnes de CO2 grâce au bois qui séquestre 50 tonnes, bah, si tu fais le même en acier, lui, il va pas séquestrer de CO2, mais il va éviter, si c'est de l'acier de réemploi, environ 70 tonnes de CO2. Donc, il évite l'émission de plus de CO2 que le bois n'en séquestre. Et l'autre chose, c'est que ce bois, finalement, on a un bilan au niveau de la planète. Il y a on va dire un volume de bois donné qui n'est pas extensible. Hein. Il peut progresser si on se met à planter, voilà, mais en fait, il n'est pas extensible. Et puis, quasiment tout le bois d'œuvre est utilisé pour construire. Donc le fait, moi, d'architecte, je décide de construire en bois, finalement, ça va rien changer parce que le CO2, il est déjà séquestré dans ce bois. Alors que de construire en acier de réemploi, bah, c'est un choix de maîtrise d'œuvre qui fait que cet acier va être réemployé et non pas recyclé. Ouais, ce sont des nouveaux gisements d'économie de carbone ou d'énergie, et puis du coup de carbone par extension, qui sont encore à exploiter justement par rapport à tous ces matériaux. Est-ce que, de l'expérience que tu as, est-ce que sur la plupart des projets, parce qu'en plus tu travailles sur des échelles un peu différentes, des thématiques de bâtiments différents, est-ce que selon toi on peut aujourd'hui, en 2024, trouver suffisamment de matériaux biosourcés, locaux ou géosourcés et de réemploi sur la plupart des projets pour pouvoir les mener à bien avec justement cette ambition d'utiliser avant tout des matériaux écologiques et de réemploi plutôt que partir sur des schémas plus classiques d'utilisation de béton, de ciment, de sable, etc. Oui, bah, je crois les limites sont très très loin. Hein. Enfin, il y a un horizon quand même qui est très ouvert. Bon, peut-être parce que c'est pas encore très utilisé, mais même, enfin, si on sait que la paille, par exemple, on utilise une partie infime de la paille qui est voilà, dont une grande partie sert quand même à enrichir les sols, etc. Mais finalement, c'est que quelques pourcents. Et en fait, la plupart de la paille, elle finit par pourrir, et à dégager soit du CO2, soit du méthane, soit elle est brûlée. Et si je crois qu'on pourrait isoler tous les bâtiments qui existent en France en une année seulement avec la paille qui est produite en un an. Voilà, bon, donc là, au niveau de la paille, et ça c'est que la paille de blé. Il y a encore toutes les autres pailles qui n'ont pas encore fait l'objet on va dire de règles professionnelles, hein, donc encadrées par une pratique et facilitant leur assurabilité. Mais bon, t'as la paille de riz, paille de seigle, voilà, il y a toutes les pailles en fait, le roseau. Voilà. La terre, la terre. Alors il s'agit pas d'extraire la terre comme on extrait le ciment ou le calcaire. Enfin vraiment, si on construit en terre, c'est pour une bonne raison. Enfin, il y a deux choses. Il y a la partie écologique, enfin ce que je défends. Et puis il y a aussi, même si on n'est pas écolo, enfin c'est comme ça que généralement j'ai réussi à convaincre. Je les convainc pas par l'écologie, mais justement la performance de ces matériaux-là. Bon, excuse-moi, il faudra qu'on en reparle, parce que je suis en train de digresser pour répondre à la question. Bon bah la terre, l'idée c'est d'utiliser la terre qui est sous les pieds du bâtiment, quoi. Enfin, c'est d'utiliser la terre du site et utiliser la terre notamment qui est extraite au moment des fondations. Quoique, comme je fais quasiment plus de fondation béton, je extrais plus beaucoup de terre en fait, mais on peut extraire de la terre pour reformer le terrain un petit peu, faire une mare, voilà, des noues, voilà, le trajet de l'eau sur la parcelle, etc. Bon, donc on a toujours de la terre à utiliser et sinon on va se servir sur les chantiers d'à côté. Hein, au hangar 0, on a utilisé beaucoup de terre, bon, c'est la terre qui vient de chantiers
au Havre, enfin c'est la terre locale. Les matériaux de réemploi, mais il n'y a pas de limite. Enfin, pour l'instant, malheureusement, on produit tellement de déchets que. Alors, on peut imaginer que dans un futur, j'espère le plus proche possible, bah, quasiment tous les matériaux soient finalement réemployés et qu'on ait du mal à en retrouver parce que peut-être on construira moins et voilà. Enfin, pour l'instant, c'est quand même un gisement qui est phénoménal. On en réemploie même pas 1% de tout ce gisement. Hmm. Ouais, tu l'abordais un petit peu justement, mais on peut peut-être en parler et puis après tu pourras nous présenter un projet. Euh, Évidemment, au-delà de l'aspect écologique dans l'utilisation du bois, de la paille et puis aussi surtout peut-être de la terre crue, il y a un aspect confort thermique, pérennité du bâti qui est hyper important, qui est hyper intéressant. Euh, Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose évidemment que tu mets en avant pour convaincre les maîtrises d'ouvrage de recourir à ces matériaux? Parce que j'imagine que peut-être parfois tu fais toi-même des propositions dans les concours d'architecture pour utiliser tel et tel matériau et c'est pas forcément déjà dans les cahiers des charges. Alors bon, je sais de sélectionner les concours auxquels je réponds, sachant que la maîtrise d'ouvrage est, on va dire, plus intéressée par ça. Mais sinon, de façon générale, je plaide pour ces matériaux et je mets rarement en avant l'écologie. Comme je te dis, malheureusement, Mm. l'écologie, c'est devenu un peu... enfin, c'est clivant. Et il y a beaucoup de gens qui, finalement... c'est l'écologie punitive, enfin, toutes ces conneries qui font que c'est dommage, mais c'est devenu comme ça. Et en fait, on n'a pas besoin de plaider par le biais de l'écologie, le bien qu'on peut faire à l'environnement ou le mal qu'on ne fait pas à l'environnement. C'est vrai qu'on peut, tous ces matériaux bio et géosourcés ont des qualités que les autres n'ont pas. Enfin, je veux dire, la terre, ça serait impossible à reproduire toutes les qualités, enfin, de hygroscopie, inertie, déphasage, etc. La paille, c'est pareil. Enfin, c'est un matériau, en tout cas, par la profusion et la proximité, qui a quand même des avantages assez indépassables. Même s'il y a des isolants qui sont bien meilleurs que la paille, mais le fait que ce soit un matériau voilà, qui existe en grande quantité et que ça soit simple à faire. Enfin, voilà. Et puis sinon, les matériaux dans l'emploi, c'est pareil. Enfin, tous ces matériaux ont l'avantage en fait d'être bons pour l'économie locale. Bon, ça, c'est des arguments qu'on peut utiliser avec des politiques, hein, quelle que soit l'échelle territoriale à laquelle ils se situent. L'emploi local, c'est quelque chose qui fait mouche à chaque fois. Il y a ça, et puis sans parler d'écologie, parler simplement d'adaptation et de nécessité en fait de développer ces matériaux par rapport à des matériaux qui viennent de loin, qui sont transformés, qui produisent qui émettent du CO2, etc. Ouais, un autre aspect dans les prises de décision, c'est aussi bien sûr l'aspect économique. Toi, quel est le retour que tu as justement sur le volet financier, la compétitivité ou pas de ce type de matériaux et ce type d'approche par rapport à des choses plus conventionnelles? Est-ce que on entend souvent que c'est toujours plus cher d'utiliser des matériaux écologiques? Moi, je suis pas d'accord, mais voilà, toi, c'est quoi ton, ton retour d'expérience là-dessus? C'est pareil, je suis pas d'accord. Par contre, bon, si, il faut quand même avouer que malheureusement, comme il n'y a pas assez d'entreprises qui pratiquent la paille, voilà, c'est parfois compliqué de trouver un charpentier paille au moment où on en a besoin. Donc ça a plutôt tendance à renchérir les coûts. Les matériaux de réemploi, c'est pas plus cher, ça c'est une fable. Hein, je pense que c'est le lobby du béton qui réussit ou le lobby des matériaux industriels qui a réussi à faire croire que le construire en réemploi c'était cher. Bon, bah, non, enfin, justement, par définition, c'est des matériaux qu'on soit gratuits, soit qu'on paye moins cher. Il y a juste un petit peu plus d'études et un peu plus parfois de main d'œuvre. Voilà, puis main d'œuvre pour la dépose, la repose, mais bon, une conception, on va dire intelligente avec des matériaux de réemploi bien choisis, il n'y a pas de raison que ça soit plus cher.
Et bon, la paille, on sait bien que c'est très ouvrageux et qu'au niveau main d'œuvre, ça peut être assez long, mais il y a une façon de concevoir pour éviter le plus possible ça. Enfin, bien calpiner ses bottes pour éviter. On sait que c'est 90% du temps pour faire 10% des bottes restantes parce qu'il faut les recouper, les repoteler, etc. C'est très long. Donc, trouver le moyen de justement d'éviter le plus possible, enfin de bien calpiner ses façades en fonction de la dimension des bottes. Voilà. Ça, par exemple. Et puis aussi les chantiers participatifs qui sont pas forcément dont le but est pas de faire moins cher, mais dans des chantiers comme ça où mise en œuvre de la paille et d'enduits en terre crue. Les enduits en terre crue, c'est tellement sympa à faire, c'est tellement facile et que c'est intéressant de le faire en chantier participatif pour justement diffuser les pratiques, mais aussi amener les gens, les futurs occupants, à faire par eux-mêmes, en invitant les voisins, enfin, en créant du lien, etc. Enfin, les chantiers participatifs, ça a toujours beaucoup d'intérêt et ça peut permettre aussi, quand même, sur des grandes surfaces où c'est très ouvrageux, d'être moins cher. Voilà. Donc, non, enfin, construire comme ça devrait pas coûter plus cher. Justement, tu parlais de chantier, on peut avancer sur les projets que tu as pu réaliser. Est-ce que tu pourrais nous en présenter quelques-uns? Alors là, tu es actuellement dans un des projets sur lesquels tu as pu travailler. Euh, je te laisse le présenter. Avant de laisser Frédéric vous présenter le Hangar Zéro, je vous précise, si vous écoutez l'épisode en audio sur votre plateforme de podcast, que l'épisode est également disponible en vidéo sur la chaîne YouTube de la Case Robinson, où vous pourrez voir la visite du Hangar Zéro en vidéo, ainsi que d'autres images venant illustrer le propos de Frédéric. Enfin, je précise que dans cette séquence de quelques minutes, il y a des bruits parasites car Frédéric se déplace avec le micro. Attendez-vous donc à entendre quelques perturbations sonores. Tout revient dans l'ordre ensuite pour le reste de l'épisode. Nous revenons dès maintenant à notre conversation. Ouais, je suis au Hangar Zéro, effectivement. On va faire une petite balade. Donc, c'est mon bureau. Donc, c'est un lieu en construction. C'est un tiers-lieu qui est au Havre. Je sais pas si vous en commencez à entendre la scie qui fonctionne, là. C'est un dock, un ancien dock à café qui est qui devient un tiers-lieu. Donc, c'est assez grand. C'est un bâtiment, qui fait 1000 mètres carrés au sol. Et que on retape depuis 4 ans en autoconstruction participative. Donc j'en suis un des architectes, l'architecte mandataire. Et ce qu'on fait, on construit beaucoup avec des conteneurs maritimes, puisque c'est un des matériaux qu'on trouve assez facilement au Havre. Et le bâtiment est isolé en liège. Là, vous voyez le liège. Parce que c'est quand même un bâtiment patrimonial, on va pas sortir à l'extérieur. Mais c'est tout en briques avec des redans à pas de moineaux, on appelle ça. C'est un bâtiment de style flamand, on voit. C'est le sol qui est comme ça, donc il est protégé. Donc on pouvait pas l'isoler par l'extérieur. Donc on l'a isolé par l'intérieur avec ces plaques de liège, qui est le sol isolant biosourcé qui résiste à l'humidité, au contact de la brique avec la condensation que ça peut créer. Et pour mettre à l'abri le liège du feu, on met des enduits terre. Donc c'est des enduits de la terre crue qu'on a récupéré sur un chantier au Havre. Ça a le rôle d'écran thermique. Mais également, vous savez que ça apporte aussi beaucoup de confort, les enduits en terre crue, en termes d'hygrothermie. Voilà. Et sinon, en matériaux de réemploi, en fait, on a créé un type de cloison que vous voyez ici, qui est réalisé avec du bois de réemploi et des dalles de faux plafond. C'est des dalles de faux plafond de bureau. Vous savez, les dalles de 60 par 60 en laine de roche comprimée. Bon, c'est pas du tout un matériau écologique. On n'aime pas ce type on n'aime pas en mettre sur nos projets. N'empêche qu'on continue à en mettre partout parce que c'est un truc, pas nous, mais la plupart des constructions sont réalisées comme ça. Et c'est un déchet qui est pas recyclable, qui est très peu recyclé. Donc ça a un grand intérêt plutôt que de l'enfouir, de l'utiliser en isolant thermique et en isolant phonique dans les cloisons, qu'on revêt ensuite d'un anti-terre grâce à des sacs de café qu'on récupère sur le port du Havre, les sacs en sisal, qu'on trempe dans la barbotine et qu'on applique sur les dalles de faux plafond et l'ossature bois, qui ensuite est un support idéal pour faire des enduits terre.
Voilà, donc ça c'est, j'ai la chance d'avoir ce projet en fait, le Hangar Zéro, qui est enfin, pour moi un peu un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation. Et ces expérimentations, quand elles sont réussies, je les exporte sur des projets, on va dire plus ordinaires, plus institutionnels. Et sur des projets comme ça, alors là c'est un projet un peu démonstrateur, expérimental, ou peut-être tu as plus de latitude que sur d'autres projets. Globalement, c'est quoi les obstacles que toi tu vois, que tu rencontres pour mettre en place ce type de matériaux, ce type d'approche qui freinent encore la diffusion de ces pratiques? Je dirais que effectivement, les freins, bon, qui sont dans la tête des gens, hein, qui sont pas forcément qui sont des fausses idées. Notamment, on a parlé du coût. Mais je pense qu'il y a la peur, en fait. Il y a la peur de l'innovation. Enfin, c'est vrai que dans le bâtiment, les entreprises ont pas mal été peut-être un peu traumatisées par l'évolution des normes qui a été très rapide voilà, depuis les années 70, sécurité incendie, l'accessibilité, la réglementation thermique, enfin tout ça, ça crée sans arrêt de nouvelles contraintes que les entreprises ont quand même du mal à digérer. Alors si on en vient maintenant à des constructions, voilà, les labels E+C-, le réemploi qui commence à devenir obligatoire, hein, la loi AGEC, voilà, et petit à petit, c'est encore des choses qui viennent se surajouter, et donc on va dire par un peu peur ou par résistance, les entreprises sont pas très enclins, on va dire, à adopter cette façon de construire. Voilà. Bon, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais en tout cas, je pense que ça, c'est une résistance au changement qui est assez importante. L'autre frein principal, je dirais, c'est l'assurabilité en fait. Surtout dans ma pratique où j'essaye d'expérimenter, de faire du réusage, non pas du réemploi de matériaux, mais du réusage, c'est-à-dire changer la fonction, enfin, l'usage premier d'un matériau. Je donne un exemple, j'essaye de faire des bardages de façade avec des lames de volets roulants tressées. Les lames de volets roulants en aluminium avec la mousse polyuréthane injectée, bon, ça fait que c'est un matériau qui est comme les dalles de faux plafond, qui est très difficile à recycler parce qu'on peut pas séparer l'aluminium de la mousse polyuréthane. Donc c'est un déchet ultime qui va être enterré. Et moi, voilà, c'est mon fond un peu militant. Je vais utiliser justement ce matériau-là pour essayer de trouver un usage, et notamment les lames de volet roulant qui sont très solides, très souples et très pérennes, hein, puisque c'est thermolaqué, ça résiste à toutes les agressions. On peut les tresser pour faire des façades. Mais sauf que quand tu fais ça, tu es obligé de faire des tests de laboratoire pour avoir on va dire, le sésame du contrôleur technique, de façon à pouvoir assurer cette façon de construire. Voilà. Tu veux parler de faire un ATEX pour... Non, on ne fait pas un ATEX, c'est un peu plus compliqué, c'est très long et c'est très cher, et c'est plus pour commercialiser un produit. Moi, je cherche pas du tout à commercialiser, c'est pour chaque projet, j'essaye de trouver quelque chose, d'innover, et en fait, c'est juste des essais de laboratoire, des appréciations de laboratoire qui peuvent permettre au bureau de contrôle de donner un avis favorable, permettant l'assurabilité. Mais c'est one shot, c'est-à-dire qu'il sera valable que pour ce chantier-là. Et à chaque chantier, il faudra refaire les essais parce que les matériaux sont pas forcément les mêmes. Voilà, il faut un petit peu tout recommencer. Je sais plus quelle était la question. J'ai dû digresser comme d'habitude. Il y a pas de souci. Non, mais on peut dérouler sur d'autres projets justement. Est-ce que tu veux nous présenter quelques autres projets que tu as réalisés en parlant voilà, des matériaux, de la philosophie adoptée, de ce qui est un petit peu innovant par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude? Ouais, parce que le Hangar Zéro, c'est trop particulier. D'abord, je suis bénévole. Enfin, je suis à la fois un maître d'ouvrage et architecte, puisque je suis un peu à l'origine avec d'autres. C'est un collectif qui est voilà, initialement de Alternativa Le Havre en 2015. Et donc j'étais l'architecte, mais c'est comme tu disais, je suis un peu libre de faire un peu ce que je veux, à condition d'étendre le cadre réglementaire, pas de plancher à plus de 10 mètres, pas de locaux à sommeil, moins de 200 personnes dans l'établissement. C'est vrai que là, il y a très peu de contraintes, et comme on est en autoconstruction participative, il n'y a pas la recherche d'avoir une garantie décennale. Donc du coup, ça me laisse les coups des franches. Et sinon, le projet qui m'a sans doute qui m'a permis un peu de cette bascule, hein, c'est la ferme des possibles à Stein, en région parisienne.
où là, c'est un bâtiment qui est tout en bois terre-paille et réemploi. Donc c'est le premier bâtiment où vraiment j'ai pu utiliser toute cette palette de matériaux pour un projet bioclimatique et low-tech. Et en plus, c'était low cost. On a réussi vraiment à faire un bâtiment très confortable qui utilise un peu le soleil, la terre du terrain, au service d'un programme assez complexe, de laboratoire de transformation culinaire. Enfin, c'est une ferme qui fait production de fruits et légumes et de transformation de ces fruits et légumes, ainsi que des bureaux, des ateliers, etc. Donc ça, c'est un projet qui a été remarqué, on va dire, qui a eu 3 prix, le OFF du développement durable, le trophée de la construction. Je mettrai des illustrations en incrustation sur la vidéo et puis dans l'article sur le site La Case Robinson. Sur la ferme des possibles, quel matériau de réemploi vous avez utilisé par exemple? C'est ce qui caractérise le projet, c'est une grande façade ouest et sud qui sont complètement vitrées, et c'est de la fenêtre de réemploi, simple vitrage, déconstruite à 3 km seulement du site. Elle venait d'Épinay-sur-Seine. Et en fait, on a utilisé ces fenêtres-là pour avoir éclairer un espace tampon, qui est un espace non chauffé, mais qui est chauffé par le soleil, et qui est ventilé également naturellement, ce qui permet même côté sud, un mur trombe, c'est-à-dire cette façade vitrée, juste derrière, il y a 10 cm derrière, il y a un mur en briques BTC, donc des briques de terre crue comprimées, de réemploi en plus. Elles avaient déjà servi pour des aménagements transitoires dans le cadre d'un festival, le village des terres de Bellastock, qui a lieu chaque été. Et donc on a réutilisé 10 000 briques comme ça pour faire ce mur trombe. Voilà. Donc est-ce que tu veux expliquer un peu juste le principe du mur trombe? Alors un mur trombe, c'est un mur à forte inertie, donc qui peut être soit en pisé, soit en BTC ou en béton ou en brique, mais le mieux c'est quand même la terre crue assez massive, avec un vitrage en laissant une lame d'air d'environ 10 cm, 10 à 15 cm, et c'est orienté plein sud. Donc en fait, en hiver, au moindre rayon de soleil, cette lame d'air qui est pas très importante en volume, en fait elle chauffe très vite. Et on a des ventilations hautes et basses dans ce mur vers l'intérieur de la construction, et là ça permet de chauffer en fait assez rapidement. Et ça c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est ce mur petit à petit il va chauffer, il va emmagasiner de la chaleur, et il va pouvoir la restituer longtemps après grâce à son inertie et au déphasage. Et l'été, on l'utilise comme l'inverse, un moyen de rafraîchir l'espace intérieur en le rafraîchissant toute la nuit avec des ventilations hautes et basses, cette fois-ci à l'extérieur, qui permet de baisser la température du mur, mais lui qui va rester frais toute la journée en fait. Et même s'il fait très chaud, le mur il est frais, et puis il va restituer cette fraîcheur. Donc voilà, c'est un moyen, on va dire, de réduire les consommations. C'est pas un mode de chauffage ni un mode de climatisation, mais ça permet de réduire la consommation d'énergie été comme hiver. Ouais, c'est là où on voit tout l'intérêt d'avoir une conception bioclimatique et une ingénierie pendant la phase de conception pour minimiser au maximum finalement les besoins intrinsèques du bâtiment et éviter de recourir à des systèmes après qui forcément consomment un peu d'énergie, mais on peut déjà récupérer beaucoup d'apports solaires, de chaleur, et puis faire de la ventilation nocturne pour améliorer l'ambiance thermique d'un bâtiment. C'est valable pour plein de situations, donc c'est super intéressant. Et là, on travaille sur un autre projet, c'est la maison de la réserve à Épinay-sur-Seine, où on va encore plus loin. La ferme des possibles, il y avait encore des fondations de béton. Là, la maison de la réserve à Épinay-sur-Seine, c'est vraiment zéro béton. Voilà, c'est fondé sur pieux vissés, des pieux en acier. Donc, c'est l'avantage d'être un bâtiment totalement réversible. Le plancher en bois, en plus de watts de cellulose, et puis isolé en paille, avec une façade en bardage de châtaignier, enfin en tavaillon de châtaignier. Voilà. Et là, on a été plus loin dans la ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Et là, grâce à des menuiseries de réemploi également, on a fait des cheminées solaires, c'est-à-dire des cheminées assez hautes et toutes vitrées sur les 4 côtés, avec un tuyau noir à l'intérieur, en acier noir,
Et ça permet en fait d'avoir un tirage thermique très très fort, euh, ce qui permet de faire comme un moteur et en fait d'aspirer l'air à l'extérieur, préchauffer, parce que ça passe par un espace tampon, pareil, 2 parois de verre distantes d'1 mètre à peu près, et cet air sert à ventiler l'intérieur, et l'air extrait passe par un échangeur qui permet de préchauffer encore cet air rentrant. C'est une double flux, mais sans moteur. Ça marche tout seul. Bon, on verra si ça marche, c'est un peu expérimental. Bon, ça peut pas faire de mal, ça va ventiler en tout cas. Et normalement, ça permet de pas trop de mettre l'air chaud dehors comme ça. Enfin, c'est quand même. Après, ça reprend un principe déjà Oui, centenaire des tours à vent qu'il pouvait y avoir dans les pays, dans le Golfe Persique, ces zones-là où les climats sont très chauds, très secs, mais il faisait des constructions, des grandes tours comme ça de ventilation naturelle à base de terre crue qui permettaient d'utiliser ces phénomènes de tirage thermique par des différences de pression et de hauteur pour ventiler le bâtiment et les rafraîchir. ça. Et ça a fonctionné, ça fonctionne toujours, et c'est intéressant de les remettre au goût du jour en les optimisant par rapport à nos besoins actuels. Surtout qu'on les réalise avec des matériaux de réemploi, en fait, c'est ça. Les matériaux de réemploi sont un peu prétexte à faire des dispositifs comme ça, parce que quand on a besoin de beaucoup de vitrage, ça peut être très cher, alors que si c'est du vitrage de réemploi, bon, généralement, on arrive à l'avoir gratuitement. C'est sympa aussi parce que ça apporte tout un côté créatif et même amusant dans la démarche de conception, j'ai l'impression en Oui, tout cas, parce oui, que ah oui, on peut se laisser un petit peu aller à des choses rigolotes. J'ai vu que sur un projet, tu avais fait des palettes de réemploi en bois brûlé pour préserver ouais, la qualité structurelle du bois, etc. Avec des hublots de lave-linge qui sont oui, intégrés ça c'est aussi sur pour les faire recycleries, ouais. c'est la petite anecdote, mais c'est rigolo. Tu veux peut-être en parler rapidement? C'est ludique. C'est vrai que le réemploi, ce côté ludique et parfois poétique, hein, quand on détourne l'usage d'un matériau aussi. Bon, les hublots de machine à laver, ça a un côté un peu comique, mais aussi on peut y voir un peu de poésie là-dedans, puisque c'est des matériaux en fait qui sont à l'intérieur du bâtiment. C'est des recycleries dans lesquelles les gens peuvent déposer des vieilles machines à laver. Hmm. Voilà, ça marche. Puis on prend le hublot et on le met en façade. Est-ce que sur un chantier, par exemple, tu as une anecdote comme ça amusante que tu as pu vivre et que tu voudrais partager? Sur la maison de l'environnement à Épinay-sur-Seine qu'on est en train de faire en ce moment, les fenêtres de réemploi viennent de chez Dior, le siège social de Dior, 8e arrondissement. Donc j'aime bien dire, voilà, c'est un bâtiment low-tech, mais qui s'habille chez Dior. Excellent. Alors désolé, il y a du bruit derrière, ils font des travaux. Je peux changer d'endroit si tu veux. Alors ça, c'est du plâtre projeté en fait. Plâtre. Alors c'est pas du tout isolant, c'est pas du tout écolo. Là, c'est pour protéger de la mousse polyuréthane. L'isolation, c'est des toits. On avait le droit qu'à 22 kilos au mètre carré. Il n'y a rien qui passait en isolant biosourcé. Donc on a misé sur, on va dire, une excellente isolation thermique. Parce que la mousse polyuréthane, c'est une saloperie, c'est pétrolier, mais c'est le meilleur isolant qui soit. Pour le confort d'hiver. Pour le confort d'été, c'est Oui, moins, c'est sûr. moins intéressant. Ouais. Non, je veux dire en isolant. Et l'avantage ici, c'est qu'on avait un toit qui vibrait beaucoup avec le vent. Et là, en fait, cette coque en fait de polyuréthane qui fait vraiment corps avec le bac acier, ça lui donne de la rigidité qu'on n'aurait pas obtenue en ayant des panneaux rapportés. Bon, j'y trouve quelques avantages quand même. Ouais. Voilà. Vous l'avez trouvé en réemploi ou non? En réemploi, c'est compliqué. Ah non, non, c'est du neuf. Parce que ça se dépose pas bien. Oui. Par rapport à tous ces projets, tous ces chantiers, au-delà de la satisfaction de les réaliser tout simplement, qu'est-ce que ça t'a apporté que peut-être tu avais pas anticipé, que tu avais pas imaginé au départ? Alors, j'avais pas imaginé que ça pourrait me rapporter autant de travail en fait. Parce que quand je me suis engagé là-dedans, c'était vraiment par conviction et par
on va dire, choix, voilà, existentiel, philosophique. Enfin, je pouvais pas faire autrement. C'était- Et j'avais conscience que j'allais, un architecte qui dit ne plus construire, c'est quand même un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc je pensais vivre après, on va dire plus, voilà, réduire un peu mon train de vie et avoir moins de travail. C'est ce qui s'est passé au début. C'est vrai qu'au début j'ai eu une grosse baisse de chiffre d'affaires parce que je refusais tous les projets avec du béton ou qui allaient pas dans le sens de ce que je souhaitais faire. Et petit à petit, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux à faire ce que je fais. Enfin, on est quand même, voilà, quelques dizaines en France quand même. Toi, d'aller très loin, en fait, dans cette pratique bois, terre, paille, réemploi, low-tech, participatif voilà, et au final, ça commence à être assez recherché et on n'est pas très nombreux. Donc voilà, en fait, j'ai beaucoup de travail, beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est inattendu. Je l'attendais pas, mais tant mieux. Quoique maintenant, je voudrais un petit peu lever le pied pour me consacrer davantage à la transmission plutôt que de faire. Parce que bon, j'ai déjà pas mal de projets quand même assez engagés à communiquer. Et puis sinon, ça procure aussi un confort existentiel en fait, de se sentir en accord avec ses valeurs, quoi, tout simplement. C'est confortable. Et justement, par rapport à la transmission, tu me disais au préalable de cette conversation que ce qui t'intéressait aujourd'hui, c'était aussi de transmettre aux jeunes architectes, à la jeune génération. C'est quoi le message que tu as envie de porter auprès d'eux? Alors c'est pas que la jeune génération, parce que j'essaye justement d'être le plus efficace possible. Je m'impose un peu voilà. Et en fait, j'essaye de convaincre les grosses agences qui construisent pour des promoteurs tout en béton. En fait, elles sont parfois demandeurs de, pas pour des raisons forcément engagées, mais simplement rajouter un peu une compétence, donc obtenir des marchés. À Paris, par exemple, pour construire à Paris, il faut montrer patte verte quand même. Hein, donc il faut un peu, donc voilà, transformer un peu la pratique des grosses agences, ça me paraît important parce que c'est du résultat tout de suite. Après, les jeunes, ils sont déjà là-dedans. Enfin, je pense que heureusement, ça change. Et il y a une grande partie de la nouvelle génération qui est déjà, on va dire, informée et attirée par ça. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est de pas avoir peur, parce que c'est ça qui risque de les bloquer en voulant appliquer ça. C'est que il y a énormément de freins. On en a parlé tout à l'heure, hein, de la, c'est de pas baisser les bras, quoi. C'est de toujours viser la plus grande radicalité pour qu'il en reste toujours quelque chose. Parce que malheureusement, la vie d'un projet, c'est souvent déshabiller tout ce qui a été pensé comme étant pour que ça soit un beau projet ou un projet performant. Et au fur et à mesure de l'avancement des études ou du chantier, on peut en perdre. Donc pour qu'il reste quelque chose à la fin, il faut viser le plus haut possible. C'est un peu négatif comme vision, mais c'est réaliste. Hein. C'est réaliste. En tout cas, pour quelqu'un qui démarre, oui, qui n'a pas forcément tous les outils ou les facultés d'anticipation, parce que en fait, pour arriver à parvenir à ses fins, en fait, il faut beaucoup anticiper tout ce qui peut se passer dans la vie des études et du chantier pour déjouer à l'avance justement ces freins. L'anticipation et après la navigation à vue pour pouvoir réagir assez vite à ce qui se passe, pouvoir actionner un plan B si le plan A marche pas, tout en restant toujours sur quelque chose d'intense. Voilà. Mais ça, je me rends compte que pour un jeune, c'est compliqué parce qu'il faut, enfin, c'est pas une question de jeunesse, c'est une question d'expérience. Et quand t'as pas l'expérience, c'est difficile d'anticiper et de naviguer à vue parce que t'as pas la pratique. Mais donc voilà, ça pourrait se remplacer. Le conseil, c'est de viser le plus haut possible et aussi de créer un récit dans cette approche en fait. Un récit parce que c'est ce qui permet de rester, on va dire bien droit. Je veux pas dire droit dans ses bottes, c'est pas le truc, mais d'être, on va dire que le truc se dénature pas. Et puis emmener les autres parce que le plus compliqué, c'est de persuader. Le maître d'ouvrage, on imagine qu'il est persuadé déjà, on l'a persuadé. Mais après, les entreprises, les partenaires du projet, etc., c'est eux qui font emmener. Et pour ça, créer un récit, c'est-à-dire quelque chose qui mette en perspective le projet à travers
une histoire, quoi, que les autres puissent se reconnaître et puissent avancer. Enfin voilà, emmener tout le monde. Donc c'est important d'avoir un récit. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. Et puis le récit, je trouve que ça aide aussi justement, parce qu'un projet c'est long, ça prend souvent plusieurs années. Ça aide à garder un peu un cap par rapport C'est aux ça. ambitions du début, quand à un moment il y a des difficultés, quand il y a un choix à faire, des compromis à faire, etc. Ça arrive tout le temps dans les projets. Vraiment, parfois il faut effectivement choisir. De se raccrocher à ce récit, ça permet de se dire, bon, si je prends ce choix A ou ce choix B, je reste quand même dans la ligne directrice du récit et je sais que à la fin, je serai assez proche de ce que je voulais au début. Et je trouve que c'est aussi hyper important. Ouais. C'est exactement ça. Une question un peu plus personnelle que j'aime bien poser aux invités, c'est si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi ta maison idéale? Une grotte avec des tapis. Non, bah, ce serait une maison que j'aurais pas construite parce qu'elle aurait déjà été là, qu'elle aurait été le plus naturelle possible. Bah, c'est vrai que vivre dans une grotte, si elle est bien ensoleillée, voilà, puis que l'hiver tu peux la fermer avec. Moi, j'aimerais bien vivre dans une grotte, vraiment. Pas forcément un truc que j'ai dessiné en fait, mais un truc dans lequel je suis intervenu pour la rendre confortable. Donc, habitat troglodyte, quoi. Un truc comme ça. Ouais. Bon, en même temps, j'avoue que j'avais pas réfléchi à la question. Peut-être si je réfléchissais, je dirais autre chose. Mais bon, voilà, ouais, c'est spontané, en tout cas. Et ok, on arrive un petit peu sur la fin. Est-ce que au-delà des conseils, des partages que tu as pu donner, est-ce qu'il y a des livres ou des ressources qui t'ont particulièrement inspiré et que tu pourrais aussi citer pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient les découvrir? Alors, ce qui m'a beaucoup nourri il y a une quinzaine d'années, justement, quand j'ai fait un peu ma bascule, moi, c'était justement les auteurs, les précurseurs de la décroissance. Et il y en a un parmi eux qui s'appelle Ivan Illich. C'est pas le personnage de Tolstoï, hein, la mort de Ivan Illich, c'est le philosophe hein, des années 50, voilà, qui parle très bien de ça. Enfin, il parle pas de décroissance, mais c'est ce que ça veut dire. Enfin, il expliquait que le monde productiviste courait à sa perte hein, en poursuivant justement ce besoin de croissance et de production, consommation, etc. Et après, quand on s'intéresse à la décroissance, bah, il y a les bouquins de Serge Latouche aussi. Et, euh, et sinon, un petit bouquin que j'ai lu récemment, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est un livre de Philippe Simet, qui est un philosophe de l'architecture, qui est enseignant à l'école de Belleville, l'école d'architecture de Belleville, qui s'appelle Bâtir avec ce qui reste. Donc là, on est vraiment dans le sujet de construire avec ce qu'on a sous la main et bâtir avec ce qui reste. Et ben merci, je mettrai les notes enfin les références dans les notes de l'épisode. Et sur peut-être des lieux ou des réalisations qui, toi, t'ont inspiré aussi et que on pourrait inviter les personnes à aller voir ou à les regarder au moins en ligne. Est-ce que tu aurais quelques projets, en plus de ceux d'Archipel Zéro, que tu invites les gens à découvrir pour voir des approches intéressantes? Oh bah il y a ce que fait mes copines de Grand 8 par exemple, la ferme du Rail à Paris, ou le TML également, qui est aussi une ancienne gare de la Petite Ceinture, bah où voilà, on travaille enfin un peu de la même façon, hein, il y a avec beaucoup de matériaux de réemploi, de travailler avec le déjà là et aussi de façon participative. La ferme du Rail, ouais, c'est chouette. Et la maison des canaux également. Voilà, bah, il y a tout le travail aussi de Aino, c'est une agence de Marseille qui a réalisé, alors là, je peux pas donner d'adresse, hein, mais c'est des maisons individuelles ou des logements, pareil, fait avec une démarche très simple, très naturelle, en fait, de déconstruire, enfin vider la maison de tout ce qu'elle a à l'intérieur et puis de la recomposer avec ce qu'on a déposé, mais éventuellement en changeant les matériaux d'usage. Enfin, je trouve qu'il y a tu parlais tout à l'heure de côté ludique, enfin, il y a une approche un peu ludique là-dedans, un peu comme des enfants qui construisent la cabane au fond du jardin avec ce qu'ils ont sous la main, quoi. Mais je mettrai les liens aussi vers ces exemples-là dans les notes. Euh, Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra que tu aimes bien avoir à l'esprit
qui t'aident à avancer dans tes projets? Alors, c'est pas des citations, hein, je sais pas, c'est plutôt une phrase qu'on a l'habitude de dire, un peu dans le milieu militant en ce moment, c'est que l'utopie avait changé de camp. Euh, Parce que croire qu'on peut continuer comme on fait tout de suite, c'est ça l'utopie. C'est utopique de croire qu'on peut continuer comme ça. Et que finalement, les idées utopiques qu'on défend, c'est pas utopique, c'est réaliste. Et puis un autre truc, là, par contre, c'est une citation, mais je sais plus si elle est de Mark Twain ou de Marcel Pagnol, je sais plus. C'est, euh, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Enfin, ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ça, on pourrait l'appliquer un petit peu au hangar zéro. Le trajet qu'on a fait pour arriver à ce qu'on a fait. Franchement, on était un peu naïf au début en pensant que ça allait se réaliser tout seul comme ça. Ça a été long, c'est très long, c'est parfois douloureux. Mais quand on voit ce qu'on a fait, on, effectivement, si on avait connu les difficultés avant de le faire, on disait bah non, c'est impossible. Voilà. Et on savait pas que c'était impossible. Donc on l'a fait. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage et puis bravo pour tous les projets que tu mènes et que vous menez avec Archipel Zéro. J'invite les gens qui nous écoutent, qui nous regardent à découvrir tes réalisations sur le site et puis même localement pour les personnes qui sont plutôt en Normandie et en Île-de-France. Et puis je te dis à bientôt et puis je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci François-Xavier, toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.